Si vous souhaitez devenir data scientist, si vous souhaitez faire la transition d'un domaine A vers le métier de data scientist, la clé pour votre succès, la clé pour votre réussite sera bien évidemment de faire des projets concrets, des projets réels qui seront visibles auprès des recruteurs. Parce que oui, malheureusement, on vit encore dans un monde où, pour vous recruter, on cherche des personnes qui sont déjà compétentes, qui seront prêtes à travailler le jour 1. Et si vous êtes débutant, ça peut être compliqué. C'est la raison pour laquelle, en tant que débutant, on doit se concentrer sur les projets pour montrer aux entreprises qu'on a déjà les aptitudes pour pouvoir mettre en place des projets de data science réels. Et c'est la raison pour laquelle, dans ce challenge, je vais vous montrer où vous pouvez trouver des bases de données pour vous entraîner, comment est-ce que vous pouvez vous comporter sur le plan pratique. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, on va se concentrer sur la régression logistique. On va s'intéresser dans cette vidéo à une problématique marketing dans le domaine bancaire. En gros, on aura une base de données avec l'enquête qu'une banque portugaise a réalisée auprès de ses clients pour identifier les clients qui vont souscrire à un dépôt à terme, tout simplement. Ça, c'est ce qu'on appelle en général les scores d'accrétion. Je vais vous montrer ici la démarche que vous pouvez mettre en place pour pouvoir développer un modèle de régression logistique basique sur ce type de modèle. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment vous pouvez mettre en place une régression logistique pour pouvoir modéliser ce score, la propension des clients à souscrire à ce dépôt à terme en fonction des caractéristiques qui ont été récoltées durant l'enquête téléphonique. Je vous laisse avec le notebook et on se retrouve juste à la fin de la vidéo. Dans cette démo, nous allons voir ensemble comment mettre en place une régression logistique pour pouvoir répondre à une problématique de score d'appétence, c'est-à-dire identifier les clients qui sont susceptibles à souscrire à une offre. On va se baser sur des données d'une banque portugaise qui est disponible bien sûr en ligne. Je vais vous donner le lien juste dans la description. On commence bien évidemment par importer les packages. NumPy, Panda, vous connaissez déjà. Scikit-learn, on va prendre Logistic Regression parce qu'on se base sur une régression logistique. Train Test pour pouvoir diviser la base de données en base d'apprentissage sur laquelle on va entraîner le modèle et en base de test sur laquelle on va évaluer les performances de nos modèles pour se rassurer que les performances de notre modèle est également bonnes, non seulement sur la base d'apprentissage qui a servi à construire le modèle, mais aussi sur la base de test. C'est ça. Accuracy Score, ce sera pour évaluer les performances du modèle. PyPlot de Matplotlib pour pouvoir faire des graphiques. On commence par importer les données. Moi, je l'avais en local, mais sinon, c'est disponible en ligne. Le lien est en description. On importe les données ici. Bon, je vais expliquer ceci déjà. On importe des bases de données. Comme d'habitude, on essaie de voir à peu près quelles sont les colonnes. On voit les colonnes. On a le travail, on a le statut matrimonial, le niveau d'éducation. Est-ce que le client a fait défaut ou pas? Et la variable d'intérêt ici, si elle a, bon, là, j'ai mis la description de l'ensemble des variables qui sont dans la base de données. On a l'âge du client, le statut matrimonial, oui, le niveau d'éducation. Est-ce que le client a fait défaut ou pas? Le solde du compte du client. On a également la durée de la dernière communication avec le client. Et la variable qu'on cherche à prédire ici, est-ce que le client, à l'issue de l'enquête, a souscrit à un dépôt à terme ou pas? Donc ici, c'est un score d'appétence. On va voir les clients qui vont souscrire justement à un dépôt à terme en évaluant leur probabilité. Donc c'est ça notre variable d'intérêt, c'est response binary. Ici, j'ai renommé les variables en français pour mieux lire, mais sinon, vous aurez pu laisser ça en français. C'est ici, je renomme l'ensemble des variables en français. Donc, on a importé les données. Maintenant, il faut évaluer la qualité de ces données. On commence par bankdata.info pour pouvoir voir combien d'observations on a. Est-ce qu'on a des valeurs manquantes rapidement? C'est quoi le type de variable? Ici, on voit par exemple que l'âge, c'est un integer. Profession, object, ça veut dire c'est une chaîne de caractères, quoi. Float, c'est pour la durée de l'appel, etc. Donc, vous avez les caractéristiques d'ensemble de variables. On voit bien qu'on a à peu près 40 000 lignes. Ça veut dire que je vois que toutes les variables ont exactement le même nombre de lignes. Potentiellement, on n'a pas de données manquantes. On fait un describe rapide, c'est-à-dire une description de l'ensemble des variables pour voir c'est quoi la moyenne, c'est quoi la médiane, c'est quoi les cas types, etc. Si on prend par exemple l'âge, on voit qu'en moyenne, le minimum, le plus jeune a 18 ans, ici dans la base de données. La personne qui est plus âgée a 95 ans et la moitié des individus ont moins de 39 ans et plus de 50% ont plus de 39 ans globalement. Vous pouvez faire la même description pour l'ensemble des autres variables. Si on prend par exemple le prêt, on se rend compte que la plupart des clients n'ont pas de prêt. Si on prend par exemple le niveau d'études, on se rend compte que la majorité ont un niveau d'études secondaires et la plus grande partie sont mariés dans la base de données. On peut regarder rapidement si on a des données manquantes. Ici, on se rend compte qu'il n'y a pas de données manquantes dans la vraie vie. Vous aurez les données manquantes, donc n'hésitez pas à prendre le temps à bien analyser. Ici, c'est un cas école. On n'a pas de données manquantes, bien sûr.
sûr. Une fois que c'est fait, on va maintenant décrire de façon plus précise l'ensemble des variables de la base de données. Donc ici, je vais prendre l'ensemble des variables qualitatives parce que sur les variables qualitatives, il faut faire ce qu'on appelle les pie charts, c'est-à-dire les camemberts, les graphiques comme ceci, pour voir à peu près les proportions. Là, dans le graphique qui était ici, dans le tableau-ci, on avait le nombre, pas dans ce tableau-ci, on avait les nombres, ici on a les proportions. On peut commencer par la variable qui nous intéresse, qui est le fait qu'un client a souscrit un dépôt à terme ou pas. On se rend compte que dans la base de données, seulement 11% des clients, c'est-à-dire un client sur 10 environ, souscrit au dépôt à terme. Vous voyez bien que la base de données est complètement déséquilibrée. Dans d'autres vidéos, on verra ensemble comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir prendre en compte ce problème de déséquilibre dans le modèle. Ici, on ne va pas prendre en compte ce problème-là parce qu'on a suffisamment d'observations. Mais sinon, il faut vraiment faire attention à l'équilibre des classes entre les deux modalités. Ici, on a 11%, mais j'estime qu'au regard de la base de données, plus de 40 000 observations, on a pas mal pour pouvoir faire le modèle. Là, c'est la variable d'intérêt qui a un client sur 10 qui souscrit à l'offre. Si on regarde le prêt personnel, est-ce que les clients qu'on a contactés avaient des prêts personnels? Seulement 16 clients, c'est-à-dire un client sur 4 a un prêt personnel dans la banque, comme vous le voyez ici. Si on regarde prêt immobilier, on se rend compte que 44% des clients n'ont pas de prêt immobilier dans la base de données. Si on regarde quoi d'autre? Le niveau d'études. 53% des personnes qu'on a contactées ont un niveau d'études secondaires. Donc, vous devez faire la même analyse pour tous les autres. Si on prend le statut marital, ici, 60% des clients qui ont été appelés étaient mariés. On a une surreprésentation des personnes mariées. Ici, c'est à peu près les travaux. Il y a 17% de techniciens. Donc, analyse univariée, vous devez faire ça sur l'ensemble des variables pour voir à peu près à quoi correspond chaque catégorie. On fait également la même chose pour la variable. Vous voyez bien que ce graphique ici, le premier graphique ici, c'est pas très joli. Lorsque vous avez plus de 5 modalités, n'hésitez pas à faire plutôt un bar plot comme ceci pour mieux visualiser la variable que vous voulez décrire. Donc, une fois que c'est fait, on fait la même chose pour les variables quantitatives de la base de données. Pour les variables quantitatives, on fait le box plot pour voir si on a pas les valeurs aberrantes et autres. Donc, on voit à peu près la distribution par âge. Bon, ici, je ne vais pas m'attarder là-dessus. On voit qu'il y a l'âge. C'est possible d'avoir des personnes qui ont 95 ans. Donc, c'est pas forcément des outliers qu'on doit supprimer. Donc, je vais les laisser dans la base de données comme ceci. Vous analysez le solde. Il y a des personnes qui ont plus de 10 000 euros. Peut-être en banque, c'est possible d'avoir des personnes comme ça. Donc, je ne vais pas m'attarder. Il y a des personnes qui ont des soldes négatifs. C'est possible d'avoir des soldes négatifs en banque. Mais dans la vraie vie, en général, on creuse davantage avec les métiers pour pouvoir voir si les valeurs qui sont ici sont cohérentes ou pas. Donc, là, analyse univariée, j'ai terminé. J'ai vu à peu près à quoi ressemblent mes distributions. Je passe à l'analyse bivariée. Pour l'analyse bivariée, on va commencer par analyser en fait la répartition par profession. On se rend compte qu'ici, les étudiants, ça se fait un peu du lourd. La plupart, peut-être plus de 30% des étudiants sont intéressés par le dépôt à terme que la banque propose parmi les clients qui ont été contactés. On a également les recrutés qui étaient davantage intéressés ici comparativement aux autres proportions. Donc, il y a les étudiants et les recrutés qui avaient une grande proportion de personnes intéressées par l'offre. Si on regarde par exemple le statut matrimonial ici, bon, il y a une légère, c'est des personnes célibataires ont tendance à être un peu plus, mais pas trop non plus. La différence n'est pas trop flagrante sur le graphique. On regarde le statut, niveau d'études. Bon, là, niveau d'études, c'est pareil, c'est pas trop différent, même si les personnes qui sont supérieures sont plus intéressées, un peu plus que ceux qui sont au niveau primaire ou encore secondaire. On regarde maintenant ceux qui ont déjà eu un défaut de paiement dans la banque. Et ici, ce qu'on se rend compte, c'est que ceux qui n'ont jamais eu de défaut de paiement sont plus intéressés. Là, en termes de proportion, on a peut-être plus de 20%, 15% à peu près de personnes qui ont eu des défauts de paiement qui sont intéressées par ce dépôt à terme. Donc, ça montre déjà qu'il y a peut-être un lien entre le fait d'avoir un défaut de paiement et le fait d'être intéressé par un nouveau produit de la banque. Il semble que lorsqu'on n'a pas eu de défaut de paiement, on a plus tendance à être intéressé par ce produit. Donc, ici, je dis il semble parce qu'en général, les stats univariées, les statistiques bivariées vous donnent de l'intuition qui sont vérifiées par un test. C'est pour ça qu'il s'est dit il semble. En proportion, les personnes qui n'ont pas eu de défauts sont plus intéressées. Par exemple, c'est peut-être logique parce que si quelqu'un n'a pas encore eu de défauts, peut-être qu'il a une bonne expérience avec la banque, du coup, il est plus enclin à souscrire à une nouvelle offre. Par contre, ceux qui ont déjà eu des défauts, peut-être ils préfèrent déjà rembourser leur crédit avant de souscrire à de nouvelles offres. Peut-être c'est pour ça qu'ils étaient moins intéressés. Si on analyse ici les prêts immobiliers, on se rend compte par exemple que ceux qui n'ont pas de prêt immobilier avec la banque sont
plus intéressés que ceux qui ont les prêts immobiliers à souscrire à ce dépôt à terme. Donc, peut-être c'est parce que quand on a déjà un engagement, on ne veut pas prendre d'engagement supplémentaire parce qu'ici, on se rend compte que à peu près 20% des personnes qui n'ont pas de prêt immobilier avec la banque étaient intéressés par ce dépôt à terme, tandis que ceux qui ont un prêt immobilier, on était autour de quoi? Peut-être 10%, allez, peut-être 5% à peu près. Donc, ceux qui n'avaient pas de prêt étaient plus intéressés. Si on regarde le prêt personnel, pareil, c'est la même chose. Quand on n'a pas de prêt personnel, on veut davantage souscrire à ce dépôt à terme. Ici, c'est autour de 20%. Si on regarde, par exemple, le résultat des campagnes précédentes, en fait, ceux qui avaient un succès, on se rend compte que plus la campagne précédente était un succès, plus on est intéressé à souscrire à l'offre. Donc, ça nous montre déjà qu'il y a peut-être un lien entre ces variables et la nouvelle variable. Donc, voilà à peu près comment est-ce qu'on fait les analyses bivariées. Toutes les analyses bivariées que j'ai faites, je les confirme maintenant avec un test statistique. Étant donné qu'ici, on a des variables qualitatives et notre variable d'intérêt qui est également qualitative, je vais mettre en place un test de Q2 et calculer le V de Kramer pour pouvoir mesurer l'intensité de la relation entre les différentes variables. Ici, j'ai déjà les résultats. Toutes les p-valeurs sont inférieures à 0,05. Ça veut dire que les variables sont statistiquement significatives. Ça veut dire qu'elles sont pertinentes pour pouvoir... Ça veut dire qu'il y a un lien, en fait, entre l'ensemble de ces variables et le fait de souscrire à ce dépôt à terme. Typiquement, ici, vous avez vu tout à l'heure, sur les résultats précédents, c'était la variable... on voyait bien une proportion plus importante du succès de la campagne précédente sur le fait d'être intéressé par l'eau. Et ça ressort clairement ici sur le V de Kramer qui est beaucoup plus élevé à 31%, même si ce n'est pas supérieur à 40%, mais par rapport aux autres, c'est la variable qui avait le plus grand V de Kramer. Pareil, le fait d'avoir un prêt immobilier. On a vu tout à l'heure, en fait, que ceux qui n'avaient pas de prêt immobilier avaient tendance à vouloir souscrire à l'offre également. Donc, vous voyez, on a 13%, ça monte. En fait, le test statistique vient déjà confirmer ce qu'on avait déjà vu sur le plan visuel, prêt personnel ici. Donc, à peu près l'ensemble des variables sont significatives, mais les deux variables les plus importantes sont le prêt immobilier, le fait d'avoir un prêt immobilier ou encore le résultat de la campagne précédente. Maintenant, vous allez faire la même chose avec les variables numériques. Au niveau des variables numériques, on va plutôt faire des box plots pour voir à peu près la répartition des variables. Pareil, on fait l'interprétation. L'âge ici, est-ce que ici, ceux qui ont souscrit à ce dépôt à terme sont plus âgés? Comme ça, je dirais que ceux qui ont en moyenne d'âge, la médiane est légèrement plus faible. Le box plot ici, bon, c'est un peu variable. Ici, on peut dire qu'en général, peut-être en moyenne, c'est beaucoup plus élevé. La moyenne d'âge est plus élevée sur ceux qui ont souscrit au dépôt à terme, mais si je pense, c'est pas très important non plus. Il faut faire un test statistique pour valider. Solde bancaire, ceux qui ont souscrit ont un solde légèrement plus élevé. Ça se voit sur le graphique. C'est comme ça qu'on interprète en fait. Durée d'appel. La durée d'appel, plus on a discuté avec la personne, plus il est intéressé. Peut-être que lorsqu'on a discuté avec cette personne, la personne avait plus de questions. C'est la raison pour laquelle la durée d'appel était plus importante. Par exemple, si on vous fait des démarches téléphoniques, si vous vous rendez compte que c'est juste une démarche, vous avez tendance à raccrocher, dont la durée d'appel sera beaucoup plus faible. Et c'est peut-être la raison pour laquelle ici, on observe que ceux qui ont une durée d'appel faible n'ont pas souscrit en fait à ce crédit, à ce dépôt à terme. Tandis que lorsque la durée d'appel est plus élevée ici, on a plus de personnes, on a plus tendance à souscrire. C'est à peu près ce qu'on observe ici. La durée d'appel moyenne de ceux qui ont souscrit est beaucoup plus élevée. Peut-être que ça a besoin d'explications. Donc voilà. Après, on va confirmer ça avec un test statistique. Ici, c'est quoi? Ici, c'est le nombre d'appels. Est-ce qu'on a appelé plusieurs fois? Bon, le nombre d'appels, je ne vois pas grand-chose sur le plan visuel comme ça. Après, on a quoi d'autre? Le nombre de jours depuis le dernier appel. Ici, ceux qui ont acheté, en fait, le nombre de jours est beaucoup plus important que ceux qui n'ont pas acheté. Vous voyez, c'est un peu étrasé ici. Donc, ici, on a le nombre d'appels précédents. Ici, vous voyez bien que ceux qui ont souscrit à ce dépôt à terme, il a été plus contactés. Donc, ce sont les clients avec lesquels on a le plus discuté qui ont tendance à souscrire à ce dépôt à terme-là. Donc, on va confirmer ça avec un test statistique, bien sûr, parce que tout ça, c'est visuel. On fait un test de Kruskal-Wallis parce qu'on a des variables quantitatives et une variable qualitative. Je ne suis pas passée par la NOVA pour éviter de vérifier la normalité et l'égalité de la variance, mais sinon, vous pouvez faire le test de Kruskal-Wallis. Et on voit clairement ici que la durée d'appel, c'est la première variable. Je l'ai classée par la valeur la plus élevée, la plus faible, pardon. Vous voyez que la première variable qui ressort, c'est la durée d'appel. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure sur le plan bivarié, où les personnes qui souscrivaient à notre dépôt à terme, avait une durée d'appel plus importante. Et on voit que c'est significatif. Donc, cette différence qu'on observait est statistiquement significative. Après, on a le nombre d'appels précédents. Bref, les variables qu'on a vues, ils sont toutes significatives. Maintenant, on a fait ensemble les analyses bivariées. On peut passer à la modélisation. Normalement, il y a un processus de sélection. Ici, comme je n'ai pas trop de variables, je ne vais pas sélectionner de variables. Mais en théorie, vous devez faire des discussions avec des experts. Vous devez regarder dans la littérature quelles sont les études qui ont été faites sur le même sujet pour pouvoir sélectionner votre set de variables avant de passer à la modélisation.
pour ce cas école, pour ce tuto, on va faire un modèle sans sélection. Je ne vous recommande pas ça, mais je le fais quand même. Allons-y, modélisation, on va prendre des variables X et Y. On va travailler ici avec StatModels. On ne va pas travailler avec StatQLen pour pouvoir faire la régression logistique. Parce que StatModels a l'avantage de pouvoir vous donner la coefficient, la significativité, ce qui est très important lorsqu'on fait un modèle linéaire. Donc, c'est pour ça que j'utilise StatModel pour ce modèle. GetDoMeans permet de créer des variables DoMeans pour toutes les variables qualitatives. Comme vous le savez, lorsqu'on veut faire un modèle de régression, on intègre les variables qualitatives seulement avec un variable binaire. C'est la raison pour laquelle ici, j'ai fait GetDoMeans, qui va me permettre d'avoir les demi-variables, c'est-à-dire, par exemple, si pour un niveau d'étude, ça va me créer 3 variables primaires, secondaires et tertiaires. Ça va prendre 1 si le client est pour primaire et 0 sinon, ainsi de suite. Si j'ai fait un groupe first pour pouvoir supprimer la première variable de chaque DoMeans, comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, lorsqu'on introduit une variable qualitative transformée en DoMeans, on doit supprimer une variable pour éviter la multicollinéarité. En gros, dans le modèle, si on a 3 modalités initiales, dans le modèle, on va en introduire 2. L'autre sera introduit dans la constante. C'est à peu près comme ça qu'on fonctionne. À chaque fois qu'on veut introduire une variable une variable qualitative, on la transforme en DoMeans et on supprime une variable pour pouvoir interpréter les résultats. Donc voilà, on a nos variables binaires qui ont été transformées en DoMeans, c'est-à-dire variables binaires. On ajoute de la constante dans le modèle parce que dans un modèle de régression logistique en général, il y a une constante. Maintenant, on divise la base de données en train et en test. D'habitude, dans la littérature, la base train représente 80% et la base test 20%. Comme moi, j'ai d'observation ici. C'est ce qu'on a fait. Random step, c'est pour fixer la graine, pour se rassurer que si je relance mon modèle plusieurs fois, j'aurai exactement le même résultat. C'est pour ça que je fais ce random state. J'exécute ça. Maintenant, ici, on encadre le modèle de régression logistique SM.logit, YTrain, XTrain. J'exécute pour entraîner uniquement sur la base d'apprentissage, la base train, quoi. On stocke les résultats dans la variable result. Ici, ça met current function value, etc., le nombre d'itérations, pour pouvoir voir les coefficients, pour pouvoir voir la significativité globale du modèle. J'ai d'ailleurs une question là-dessus, on va parler de ça tout de suite. C'est quoi la significativité, quoi? Ok, là, on a les résultats de notre modèle qui a été entraîné avec l'ensemble des variables. La première question qu'on a se poser, c'est est-ce que mon modèle est statistiquement significatif? Ça veut dire quoi, modèle statistiquement significatif? Ça veut dire, est-ce que tous les coefficients, est-ce qu'il y a au moins un coefficient de ce modèle? Les coefficients, c'est ça, les valeurs qui sont là. Est-ce qu'il y a au moins un coefficient qui est statistiquement différent de 0? Est-ce que la valeur d'un coefficient est statistiquement différente de 0? Si la valeur d'un coefficient est statistiquement différente de 0, ça veut dire que les variables qu'on a choisi permettent d'expliquer à peu près le phénomène, c'est-à-dire le fait de choisir un dépôt à terme ou pas. Ici, c'est le test que vous avez regardé, c'est le test de rapport de vraisemblance. On aura des vidéos où on va parler de ça. La p-valeur est inférieure à 0,05. Ça veut dire que le modèle est statistiquement significatif. Ça veut dire que les variables que j'ai choisies pour pouvoir déterminer si le client va souscrire au dépôt à terme ou pas sont pertinentes pour pouvoir expliquer le phénomène final. Après, vous avez les informations comme pseudo-R carré en régression logistique, c'est pas souvent très important. Qu'est-ce qui peut être important? Peut-être la vraisemblance, si vous avez 2 modèles à choisir. On prend celle qui minimise, entre guillemets. On a la significativité globale du modèle. Maintenant, la deuxième question, c'est est-ce que les coefficients associés à chaque variable qui sont dans le modèle sont statistiquement différents de 0? Est-ce que la valeur qu'on a obtenue est statistiquement différente de 0? C'est ce qu'on appelle significatif, en fait. C'est significatif, ça veut dire que la valeur du coefficient est différente de 0 d'un point de vue statistique. Voilà. Je m'explique. On va commencer par exemple par quelle variable? On va prendre l'exemple de la variable ici prêt personnel. On a un coefficient ici de moins de 0,50 et la p-valeur est de 0. Ça veut dire que la variable est statistiquement significative. Ça veut dire que le moins 0,50 qu'on a ici est statistiquement différent de 0. Donc, cette variable a un impact sur le fait de prendre sur le fait de prendre un dépôt à terme ou pas. Ici, on a un coefficient qui est significatif et négatif. Ça veut dire que les personnes qui ont un prêt personnel, parce que c'est yes uniquement, on n'a pas nous parce qu'on a supprimé nous de la base de données parce que pour éviter la multicollinéarité, les personnes qui ont un prêt personnel égal à yes ont tendance d'avoir une probabilité plus faible de souscrire à un dépôt à terme. C'est ce qu'on a vu, vous vous rappelez, dans les analyses bivariées. Sur le plan bivarié, on avait déjà observé ça. Et le modèle confirme nos observations bivariées. Ici, le signe est négatif. Ça veut dire que les chances de souscrire à ce dépôt à terme sont plus faibles si on a un prêt personnel
si on a un prêt personnel, si on prend la variable prêt immobilier, ici on a un coefficient de moins 0,92. Pareil ici, la p-valeur est de 0. Ça veut dire que la variable est statistiquement significative. Le coefficient qui est juste ici est statistiquement différent de 0. On peut dire que les clients qui souscrivent à un prêt immobilier ont moins de chances, la probabilité est plus faible de souscrire à ce dépôt à terme. C'est ce qu'on avait déjà vu sur l'analyse bivariée. On peut encore prendre quoi d'autre? Par exemple, la durée d'appel, qui est une variable qui était très intéressante. Pareil, p-valeur 0, coefficient positif. Ça veut dire que plus la durée d'appel augmente, plus les chances de souscrire à un défaut augmentent. Le signe est positif, ça veut dire que les deux évoluent en même temps. Lorsque la durée d'appel augmente, la probabilité de souscrire au dépôt à terme augmente. C'est exactement ce qu'on avait vu sur le plan bivarié. Donc, le modèle vous confirme déjà vos observations. Si, par exemple, dans votre modèle, vous avez des signes qui sont contre-intuitifs, ça veut tout simplement dire qu'il y a un problème de multicollinéarité. Donc, n'hésitez pas à vérifier. C'est la raison pour laquelle il faut prendre le temps de bien analyser ces coefficients, bien vérifier les p-valeurs ici et vérifier les signes. Attention, on ne peut pas interpréter les valeurs de ces coefficients. En gros, ça ne va pas augmenter la probabilité de 0,24. On sait juste que ça augmente, on sait juste que ça diminue. Mais on ne sait pas encore de combien. Donc voilà. On sait juste que ça augmente ici. Pareil, ici on prend le nombre d'appels. Ici, c'est quoi? Le nombre d'appels, par contre, n'est pas significatif parce que la p-valeur est de moins... quoique, le nombre d'appels est aussi significatif. Qu'est-ce qui n'est pas significatif ici? Attendez, tac, tac, tac. Voilà. C'est le nombre d'appels précédents, ceci. Voilà, le nombre de jours depuis le dernier appel n'est pas significatif. Donc, peut-être il faut que j'enlève cette variable dans mon modèle. Parce qu'on vous l'avait dit la dernière fois dans la vidéo d'hier, en régression logistique, il faut mettre des variables les plus pertinentes. Par exemple, cette variable n'est pas significative. Donc, peut-être on va l'enlever du modèle pour tester, voir les performances. Pareil ici, situation matrimoniale. Bon, une autre variable qui n'est pas significative. Bon, voilà. Voilà globalement comment est-ce qu'on interprète une régression logistique. Une fois qu'on a derrière nos modèles, on sait que c'est globalement significatif. On sait qu'il y a des variables qui sont statistiquement significatives. On connaît à peu près le sens, on a validé le sens, on a vérifié l'absence de multicollinéarité. Ici, je ne vais pas la faire, mais retenez bien qu'on vérifie quand même l'absence de multicollinéarité. Une fois que c'est fait, on peut vérifier les performances de notre modèle, non seulement sur la base train et sur la base de test. Et la métrique qu'on utilise en classification, c'est l'AUC, l'air sous la courbe Hock. Je vais vous montrer comment ça se passe en Python. On va exécuter ce code qui nous fait déjà cette AUC. Vous avez dans Matrix de Scikit-learn, Hock Curve, vous faites des prédictions sur la base train, la base test, le seuil. Bon, ouais, vous faites la courbe Hock, quoi. Ici, en couleur verte, vous avez la courbe Hock sur la base test. Vous voyez bien que ma courbe Hock sur la base test et ma courbe Hock sur la base train sont à peu près similaires. Ça me montre déjà qu'il n'y a peut-être pas eu d'overfitting dans mon modèle. Et en plus, l'AUC est de 0,89. Lorsqu'un AUC est supérieur à 0,5, ça veut dire que notre modèle fait mieux que le hasard. Ici, on a AUC de 0,89. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que si on prend 10 clients qu'on a appelés pour pouvoir proposer le dépôt à terme, notre modèle sera capable de prédire dans 89% des cas si le client va souscrire à ce dépôt à terme ou pas. Donc, en fait, si on prend 10 clients au hasard dans la base de données, le modèle sera capable de bien savoir si le client va souscrire à l'offre ou pas dans 89% des cas, donc 8 fois ou 9 fois sur 10. Quoi. Donc sur 10 clients, à peu près 9 fois sur 10, notre modèle aura la bonne prédiction. C'est comme ça qu'on interprète l'AUC. Donc vous voyez que 9 sur 10, bon, 89%, j'ai arrondi à 9 sur 10, c'est un chiffre qui est plutôt pas mal. Après, quand vous avez d'autres indicateurs comme la précision, le recall, le F1 score, on en reparlera dans d'autres vidéos. Voilà globalement ce que je vais partager avec vous dans cette vidéo. Donc vous retenez bien, on commence toujours par décrire la base de données pour connaître à peu près quels sont les individus de la base. On analyse la relation entre les variables pour pouvoir sélectionner les variables les plus pertinentes pour pouvoir expliquer le phénomène en évitant la redondance d'informations. On divise la base de données en deux pour pouvoir se rassurer que le modèle qu'on aura développé se généralise bien sur une base de données indépendante. On entraîne le modèle, on vérifie ses performances non seulement sur la base de train, entraînement, et sur la base de test. Dans la vidéo de demain, on verra ensemble comment optimiser ce modèle. Est-ce qu'on ne pourrait pas sélectionner davantage des variables? Comment est-ce qu'on prend en compte le problème de déséquilibre qu'on avait observé entre les deux modalités? Est-ce que c'est réellement un problème? Voilà les problématiques qu'on verra ensemble dans les vidéos suivantes. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous souhaitez voir développer durant ce challenge que je n'ai pas encore abordé. Mettez des likes, des partages. Je ne vous demande pas de vous abonner parce que si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, je sais que vous êtes abonné. Donc, prenez bien soin de vous et on se donne rendez-vous demain pour la suite de notre challenge. Bye.